aux gangs. Comment expliquez-vous, Monsieur le Président, qu'en Haïti, ces gangs armés soient aussi puissants au point de contrôler désormais, on le dit depuis maintenant des mois, une grande partie de Port-au-Prince? D'abord, ils avaient été soudoyés par des politiciens et des hommes d'affaires très puissants, mais maintenant ils se sont indépendisés et libérés et ils contrôlent un trafic de cocaïne et d'autres drogues illicites. Ils contrôlent un trafic de munitions et d'armes. C'est un trafic très lucratif. Et ils font aussi un trafic d'organes. Trafic d'organes? Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils tuent des gens et enlèvent leurs organes et les exportent vers l'étranger. Comment Haïti a-t-il pu en arriver là? Eh bien, c'est depuis le tremblement de terre. On a eu un effondrement de l'État. Ensuite, on a eu une présidence qui a légalisé les bandits. Et d'ailleurs, qui avait un slogan de bandit légal et qui s'est associé aux bandes armées et qui ont contrôlé le pays. La présidence, dites-vous, a légalisé ces gangs armés? Oui, c'est bien ça. Sous quelle présidence? Michel Martelly, l'artiste. Ouais. Pourquoi? Pour contrôler le pouvoir, pour avoir un pouvoir de milice qui contrôle le pays. Ça, Michel Martelly, ancien artiste, vous l'avez dit, il a toujours nié? Bon, il a toujours nié, mais les Américains et les Nations Unies l'ont mis comme un associé au gang et ont sanctionné. Le 7 juillet 2021, Leslie Voltaire, le président haïtien Jovenel Moïse, était assassiné chez lui par un commando. Cette tragédie a-t-elle aussi précipité la crise généralisée politique, sécuritaire, économique? Oui, tué par un commando d'anciens militaires, de vétérans colombiens. Ça s'est avéré désormais? L'enquête l'a prouvé? Ils sont en prison. Il y a une vingtaine qui sont en prison et qui étaient associés aussi à des policiers haïtiens qui sont aussi en prison. Juste avant que la question m'échappe, parce que nous-mêmes dans nos journaux, nous parlons beaucoup de Port-au-Prince. On sait peu de choses sur les campagnes en Haïti. La situation y est moins violente? La situation est calme dans 8 régions géographiques qu'on appelle les départements géographiques. On en a 10 départements. Et dans la zone métropolitaine, tout le monde dit 85%, mais je pense que c'est moins que ça. Et aussi dans l'Artibonite, qui est la vallée où on produit du riz, les policiers, les militaires et les soldats kenyans qui font partie de la force multinationale ont pourchassé les bandits et ils ont réduit l'influence des gangs dans cette région. Samedi, au moment où vous rencontriez le pape François, on va y venir dans quelques instants, le Kenya annonçait le départ d'un nouveau contingent pour votre pays, 217 policiers. On peut dire qu'aujourd'hui le contingent est porté à 1000 hommes. Le contingent est porté à 800 hommes. 800 hommes. 600 Kenyans, à peu près 30 Jamaïcains, 150 Guatémaltèques et à peu près 8 ou 10 Salvadoriens, mais les Salvadoriens seront 80. Venus du Salvador. Quel bilan tirez-vous de cette aide qui a commencé il y a 6 mois, fin juin? Eh bien, c'est une aide qui est appréciée par les Haïtiens, mais qui n'est pas assez efficace dans le sens où on nous avait promis 2500 troupes et on n'a qu'un tiers. Maintenant que le secrétaire d'État Marco Rubio aux États-Unis a annoncé qu'ils vont financer la force multinationale, probablement que le président Ruto va envoyer les 400 Kenyans qui restent. Nous, on a déjà plaidé aussi aux Nations Unies pour transformer cette force multinationale en une force de maintien de la paix pour garantir... Sous le mandat de l'ONU? Sous le mandat de l'ONU pour garantir le financement parce qu'on ne savait pas si les Américains allaient continuer avec le financement. Vous nous confirmez ce soir que les Américains vont continuer? Le secrétaire d'État Marco Rubio a annoncé qu'ils vont continuer et on n'a pas encore reçu le visa
des Nations Unies parce que la Chine et la Russie s'opposent à cette force de maintien de la paix. La Chine à cause de nos liens avec Taïwan et la Russie à cause des Américains qui soutiennent l'Ukraine. Alors on voit comment la géopolitique internationale peut s'inviter justement et ajouter, si l'on peut dire, à la difficulté de la situation en Haïti, et parler de difficulté est un euphémisme. Vous avez évoqué des responsabilités intérieures, vous avez cité un ancien président tout à l'heure. Est-ce que selon vous, il y a aussi une part de responsabilité d'autres pays? On parle de la France, ancienne puissance coloniale, ou encore des États-Unis? Je pense que... Je le disais, c'est le bicentenaire de la dette qui avait été imposée par la France et qui avait mis à genoux Haïti. D'accord. Je pense qu'aux États-Unis, c'est très facile d'acheter des armes de guerre. La diaspora haïtienne, avec d'autres personnes aux États-Unis, peuvent acheter des armes et des munitions et les envoyer à travers la République dominicaine. Et comme la frontière est poreuse, ces munitions et ces armes atteignent le territoire haïtien et aussi les anciens militaires colombiens, ils font un trafic d'armes et de munitions et de drogue qui vont aussi en Haïti. Donc il y a cette raison. S'agissant de la France, est-ce que vous, en tant qu'ex-puissance coloniale, vous avez été satisfait par ce que vous a dit Emmanuel Macron? Est-ce que vous attendez plus? Est-ce qu'il faut une réparation, par exemple, s'agissant de cette question de la dette? Il faut dire que c'est le président Macron qui a évoqué la dette et que nous appelons la rançon. Et, la rançon. La rançon et la réparation. Nous disons que pour la réparation, il faudrait que dans les livres d'histoire, les Français, les élèves, les étudiants, la population sachent que la France a eu à établir un système esclavagiste en Haïti au XVIIe et au XVIIIe siècle et que ce système esclavagiste a des séquelles sur Haïti. Il faudrait que les élèves et les étudiants français sachent que la monarchie française a inventé un code noir qui classait les Haïtiens en plusieurs catégories, blancs, carterons, mulâtres, et Sacatra, Grimaud, etc., qui sont toujours en vigueur en Haïti. Et en ce qui a trait à la rançon, le 17 avril 2025, le roi Charles X a envoyé une flotte menacée. 1785, vous avez dit 1885. 1825. Oh, 1825, vous avez dit 2025. Il y a 200 ans, on va dire. Il y a 200 ans. Bientôt, il y a 200 ans jour pour jour. Et le 17 avril, le président Macron a dit qu'il va annoncer quelque chose. Ouais. Une reconnaissance. Probablement. Au printemps prochain, on suivra cela. L'administration Trump, Monsieur le Président, a décidé de geler les programmes d'aide, d'expulser les migrants haïtiens et de bloquer l'accueil des réfugiés haïtiens. Vous parlez de mesures potentiellement catastrophiques. Concrètement, pourquoi? Quelles conséquences? Oui, on a à peu près 200 000 Haïtiens qui ont bénéficié d'un programme du président Biden pour aller s'installer pendant 2 ans et travailler et envoyer des transferts d'argent en Haïti. Si ces 200 000 personnes reviennent en Haïti, on aura moins de transferts. Mais il faut dire aussi que le gouvernement dominicain expulse 10 000 personnes par semaine vers Haïti et aussi que la violence armée a déplacé près de 700 000 personnes de leur foyer et de leur quartier. Donc ça nous fait un problème où si le gouvernement du président Trump annule l'aide alimentaire, l'assistance humanitaire et l'aide au développement, ça va faire mal. Ouais. Et un dernier mot, vous avez rencontré le pape François samedi, il y a quelques jours. Il cite souvent Haïti dans ses discours, notamment Urbi et Orbi par exemple. Que vous a-t-il dit? Bon, d'abord, dans son encyclique Laudato Si, il prêche pour la maison commune, qui est la régénération de la planète. Il prêche aussi dans Urbi et Orbi d'une relation fraternelle et de solidarité avec les peuples. Et la paix en Haïti. Et moi, il prie toujours pour Haïti. Merci. Il n'y aura jamais une occasion. Mais moi, je lui ai demandé d'initier une conférence internationale
de solidarité avec Haïti, ce qu'il a écrit de sa main sur une feuille de papier. 2025, l'année qui débute, marque à la fois les 15 ans du terrible séisme dévastateur en Haïti, et le bicentenaire de la dette imposée par la France à son ancienne colonie. L'année de tous les dangers aussi pour Haïti, pays francophone des Caraïbes, en plein chaos où les gangs font régner la terreur. Ils contrôlent la quasi-totalité de la capitale Port-au-Prince. Nous recevons ce soir Leslie Voltaire, président du Conseil de transition de la République d'Haïti. Bonsoir, Monsieur le Président. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous venez tout juste d'être reçu par votre homologue français à l'Élysée, Emmanuel Macron. Comment s'est passé l'échange? Quel message lui avez-vous délivré? Et que vous a-t-il dit? Bonsoir à tous les téléspectateurs de TV5. Et le président a été très cordial. Et nous avons évoqué les problèmes et les difficultés que traverse mon pays sur le point de vue de la sécurité, sur le point de vue de la réforme constitutionnelle, sur la conférence nationale, le référendum sur la Constitution, les élections qui doivent se tenir en novembre prochain. Élection présidentielle? Élection présidentielle, parlementaire et municipale. La date est fixée? La date est fixée pour autour du 15 novembre. D'accord. Mais on doit passer le pouvoir à un gouvernement élu, légitime, le 7 février 2026. Et que vous a dit Emmanuel Macron? Eh bien, il a été très attentif aux problèmes de sécurité. Il a promis de renforcer le blocus pour éviter le trafic de drogue entre la Colombie et Haïti, un blocus qui se fera avec les forces navales colombiennes sur demande du président Petro. Et il a aussi parlé de renforcer l'aide en sécurité, en éducation, en énergie et en reboisement de l'environnement. Et aussi, sur ma suggestion, d'aider à former un corps civique qui inclurait les enfants soldats, les jeunes qui sont au chômage, pour aller aider au reboisement du pays. Quand vous dites les enfants soldats, ce sont les enfants enrôlés dans les gangs armés, notamment à Port-au-Prince? Ce sont les enfants des rues qui ont été enrôlés et qui sont exploités par les gangs et qui servent de bouclier humain aux gangs. Comment expliquez-vous, Monsieur le Président, qu'en Haïti, ces gangs armés soient aussi puissants au point de contrôler désormais, on le dit depuis maintenant des mois, une grande partie de Port-au-Prince? D'abord, ils avaient été soudoyés par des politiciens et des hommes d'affaires très puissants, mais maintenant ils se sont indépendisés et libérés et ils contrôlent un trafic de cocaïne et d'autres drogues et illicites. Ils contrôlent un trafic de munitions et d'armes, c'est un trafic très lucratif, et ils font aussi un trafic d'organes. Trafic d'organes? Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils tuent des gens et enlèvent leurs organes et les exportent vers l'étranger. Comment Haïti a-t-il pu en arriver là? Eh bien, c'est depuis le tremblement de terre. On a eu un effondrement de l'État. Ensuite, on a eu une présidence qui a légalisé les bandits. Et d'ailleurs, qui avait un slogan de bandit légal et qui s'est associé aux bandes armées et qui ont contrôlé le pays. La présidence, dites-vous, a légalisé ces gangs armés? Oui, c'est bien ça. Sous quelle présidence? Michel Martelly, l'artiste. Ouais. Pourquoi? Pour contrôler le pouvoir, pour avoir un pouvoir de milice qui contrôle le pays. Ça, Michel Martelly, ancien artiste, vous l'avez dit, il a toujours nié? Bon, il a toujours nié, mais les Américains et les Nations Unies l'ont mis comme un associé au gang et ont sanctionné. Le 7 juillet 2021, Leslie Voltaire, le président haïtien Jovenel Moïse, était assassiné chez lui par un commando. Cette tragédie a-t-elle aussi précipité la crise généralisée, politique, sécuritaire, économique? Oui, tué par un commando
d'anciens militaires, de vétérans colombiens. Ça s'est avéré désormais? L'enquête l'a prouvé? Ils sont en prison, il y a une vingtaine qui sont en prison et qui étaient associés aussi à des policiers haïtiens qui sont aussi en prison. Juste avant que la question m'échappe, parce que nous-mêmes dans nos journaux, nous parlons beaucoup de Port-au-Prince. On sait peu de choses sur les campagnes en Haïti. La situation y est moins violente? La situation est calme dans 8 régions géographiques qu'on appelle les départements géographiques. On en a 10 départements. Et dans la zone métropolitaine, tout le monde dit 85%, mais je pense que c'est moins que ça. Et aussi dans l'Artibonite, qui est la vallée où on produit du riz, les policiers, les militaires et les soldats kenyans qui font partie de la force multinationale ont pourchassé les bandits et ils ont réduit l'influence des gangs dans cette région. Samedi, au moment où vous rencontriez le pape François, on va y venir dans quelques instants, le Kenya annonçait le départ d'un nouveau contingent pour votre pays, 217 policiers. On peut dire qu'aujourd'hui le contingent est porté à 1000 hommes. Le contingent est porté à 800 hommes. 800 hommes. 600 Kenyans, à peu près 30 Jamaïcains, 150 Guatémaltèques et à peu près 8 ou 10 Salvadoriens, mais les Salvadoriens seront 80. Venus du Salvador, quel bilan tirez-vous de cette aide qui a commencé il y a 6 mois, fin juin? Eh bien, c'est une aide qui est appréciée par les Haïtiens, mais qui n'est pas assez efficace dans le sens où on nous avait promis 2500 troupes et on n'a qu'un tiers. Maintenant que le secrétaire d'État Marco Rubio aux États-Unis a annoncé qu'ils vont financer la force multinationale, probablement que le président Ruto va envoyer les 400 Kenyans qui restent. Nous, on a déjà plaidé aussi aux Nations Unies pour transformer cette force multinationale en une force de maintien de la paix, pour garantir... Sous mandat de l'ONU? Sous le mandat de l'ONU, pour garantir le financement, parce qu'on ne savait pas si les Américains allaient continuer avec le financement. Vous nous confirmez ce soir que les Américains vont continuer? Le secrétaire d'État Marco Rubio a annoncé qu'ils vont continuer. Et on n'a pas encore reçu le visa des Nations Unies parce que la Chine et la Russie s'opposent à cette force de maintien de la paix. La Chine à cause de nos liens avec Taïwan et la Russie à cause des Américains qui soutiennent l'Ukraine. Alors on voit comment la géopolitique internationale peut s'inviter justement et ajouter, si l'on peut dire, à la difficulté de la situation en Haïti, et parler de difficulté est un euphémisme. Vous avez évoqué des responsabilités intérieures, vous avez cité un ancien président tout à l'heure. Est-ce que selon vous, il y a aussi une part de responsabilité d'autres pays? On parle de la France, ancienne puissance coloniale, ou encore des États-Unis? Je pense que... Je le disais, c'est le bicentenaire de la dette qui avait été imposée par la France et qui avait mis à genoux Haïti. D'accord. Je pense qu'aux États-Unis, c'est très facile d'acheter des armes de guerre. La diaspora haïtienne, avec d'autres personnes aux États-Unis, peuvent acheter des armes et des munitions et les envoyer à travers la République dominicaine. Et comme la frontière est poreuse, ces munitions et ces armes atteignent le territoire haïtien et aussi les anciens militaires colombiens, ils font un trafic d'armes et de munitions et de drogue qui vont aussi en Haïti. Donc il y a cette raison. S'agissant de la France, est-ce que vous, en tant qu'ex-puissance coloniale, vous avez été satisfait par ce que vous a dit Emmanuel Macron? Est-ce que vous attendez plus? Est-ce qu'il faut une réparation, par exemple, s'agissant de cette question de la dette? Il faut dire que c'est le président Macron qui a évoqué la dette et que nous appelons la rançon. Et, la rançon. La rançon et la réparation. Nous disons que pour la réparation, il faudrait que dans les livres d'histoire, les Français, les élèves, les étudiants, la population sachent que la France a eu à établir un système esclavagiste en Haïti au XVIIe et au XVIIIe siècle et que ce système esclavagiste a des séquelles sur Haïti. Il faudrait que
les élèves et les étudiants français sachent que la monarchie française a inventé un code noir qui classait les Haïtiens en plusieurs catégories, blancs,